Krisha et le maître de la forêt ce matin. Donc bienvenue aux petits et grands. Alors on va passer à la slide suivante. Je voulais vous montrer, alors surtout pour les parents, parce que vous allez pouvoir expliquer après à vos petits un peu plus tard s'ils ont des questions sur la culture coréenne. Je travaille pour cinémacoréen.fr, je promeux le cinéma depuis une quinzaine d'années et j'accompagne des distributeurs qui en fait sortent les films coréens du nord ou du sud, de la prise de vue de réel, de l'animation, du documentaire, de la fiction, un peu de tout. Et là en l'occurrence ce matin un film d'animation jeune public. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur cinémacoréen.fr. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique si vous ne retenez pas tout. L'idée, c'est de vous lancer des petites pistes d'approfondissement pour plus tard. Donc, justement, pour les parents, je vous ai fait une petite frise chronologique. Et pour les enfants, eh bien, vous êtes nés au XXIe siècle. Donc, vous êtes nés au moment où Krisha a été produit. Donc, ça, c'est le XXIe siècle. Mais vos parents et moi, nous sommes nés dans le XXe siècle, un siècle avant. Sauf que le cinéma, et en l'occurrence le cinéma d'animation, eh bien lui, il est né le siècle encore d'avant, c'est-à-dire le XIXe siècle. Alors les experts ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur les premiers films, parce que c'est toujours une question de qui a les savoirs, les compétences, le pouvoir, l'argent, pour dire nous sommes les premiers. Mais en ce qui concerne le cinéma d'animation, on s'est à peu près tous mis d'accord sur 1892 comme étant le démarrage de l'animation. Et en l'occurrence, c'est Charles-Émile Reynaud qui a présenté au musée Grévin son théâtre optique avec des pantomimes lumineuses. C'était le 28 décembre 1892. Est-ce que vous êtes déjà allé au musée Grévin? Oui. Eh bien, c'était une salle, avant d'être vraiment un musée en tant que tel, où on faisait des spectacles, donc il y avait des performances, des animations. Et donc là, c'était l'occasion de montrer une innovation technologique et artistique. Et depuis cette date, depuis le 28 décembre 1992, nous avons instauré la Journée internationale du cinéma d'animation. Donc c'est un peu le point d'ancrage de l'animation mondiale. Alors, je vous ai mis là l'Occident et le Japon, parce que comme je vous le disais, l'histoire s'écrit avec ceux qui ont des moyens techniques, des savoir-faire, de l'argent, de la technologie, et c'est en l'occurrence l'Occident et le Japon. Et ce sont eux qui ont transmis à d'autres pays leur propre savoir, qui ont formé les nouveaux animateurs. En ce qui concerne le premier film en animation volume, qui est la technique que vous allez voir aujourd'hui dans Krisha, c'est un duo américain qui s'appelle Blackton et Smith. Et comme ce sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public, vous pourrez montrer aux enfants sur Internet le petit cirque Humpty et Dumpty. C'est une parade d'animaux autour d'un chapiteau de cirque. Donc n'hésitez pas à les regarder un peu plus tard. Et puis bien, à nouveau côté France, on a d'autres films qui sont arrivés en animation en volume, en stop motion. Les enfants, est-ce que vous arrivez à reconnaître la petite souris qui est là? Et oui, c'est Mickey, la petite souris Mickey. Alors, Walt Disney et Herbie Hancock, un petit duo aussi des États-Unis, ont créé ce petit film qui a fait date, qui est Willy et le bateau à vapeur, parce que c'était la première fois qu'on avait une animation avec une bande sonore complexe synchronisée. Donc peut-être pour vos parents et grands-parents, ils connaissent la petite mélodie que Mickey sifflote, et elle était synchronisée par rapport aux images. Et donc, fort de ce succès, c'est ce qui a lancé la carrière de Disney dans le monde entier. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces films-là que vous avez peut-être vus dans votre cinéma préféré, les enfants? Ma vie de courgette, Panique au village, ou Interdit aux chiens aux Italiens, qui sont passés récemment, peut-être ça vous dit quelque chose, ou alors mondialement connu, Voilà c'est gros mythes, Chicken Run. Eh bien, ils ont en commun, tous ces films, d'utiliser la technique que vous allez voir ce matin, qui est l'animation en volume, la stop motion pour les professionnels. Et cette animation, cette technique,
a mis du temps à arriver dans le pays du réalisateur. Alors, qui est le réalisateur? C'est Park Jae-bom. C'est un cinéaste très jeune de Corée du Sud, donc qui vient de très loin. Et vous voyez, pour les parents, les débuts du cinéma d'animation est venu mais bien plus tard par rapport à l'Occident. Parce que déjà, il y a eu des guerres, il y a eu une pénurie de matériaux, donc c'était très compliqué de faire de l'animation. Et il fallait être formé. Et comme la Corée était colonisée par le Japon, en fait, ce sont les Japonais qui les ont formés aux techniques. Donc il a fallu attendre 1936, et pareil, l'histoire s'écrit que si on trouve les œuvres ou si on trouve des traces des œuvres. Là, en l'occurrence, Rêve de chien, on sait qu'il a existé dans un article d'un journal en 1936, mais personne ne l'a vu. Il n'a pas pu être fini. Le premier court-métrage artistique, c'est La sauterelle et la fourmi. Ça a demandé 4 mois de travail pour 5 minutes de court-métrage. Et vous avez un petit spot publicitaire en 1956 que tous les Coréens connaissent parce qu'il a été diffusé en salle jusque dans les années 80, c'est la pâte de dentifrice chanceuse. Et là, pour les formats que vous allez voir comme ce matin, c'est-à-dire les longs métrages, des films qui font au moins 60 minutes, eh bien vous voyez les parents et les enfants, il a fallu attendre le milieu et même un peu plus tard du XXe siècle, c'est les années 60. Et pourquoi ça fait événement et pourquoi nous, avec Survivance, on accompagne le film pour vous en parler, c'est parce que c'est un véritable gros événement en Corée du Sud. Ce n'est que le 3e film de toute l'histoire de la Corée du Sud qui est dans la technique animation en volume, stop motion. Il n'y en a pas eu pendant 45 ans, parce que l'animation en volume, c'est très fastidieux, c'est très long à faire, c'est assez coûteux, et donc c'est moins rapide à produire et à financer qu'une autre technique d'animation. Et pour la Corée, c'est important parce que c'est leur 3e film que vous allez voir. Et pour Survivance, eh bien, c'est aussi inédit parce que ça va être leur premier film jeune public. Et je suis très contente que le distributeur ait choisi ce film. Alors on va pouvoir passer à la slide suivante. Là, je voulais vous situer, les enfants, où nous sommes. Est-ce que vous reconnaissez les petits drapeaux que vous voyez à l'écran? Oui. Ouais. Ouais. Et bien celui-là, oui, il est un peu plus méconnu. C'est le drapeau de la Yamali. C'est une province qui est dans le pays de la Russie. Alors, vous voyez la carte que je vous ai faite de façon très arbitraire, je ne vous ai montré que l'hémisphère nord et que la partie de ce continent de l'hémisphère nord. Dans une carte, les enfants, je ne sais pas si vous les avez vus à l'école, il faut qu'il y ait toujours 4 informations importantes quand vous en faites une. Il faut toujours un titre, donc le monde, les nénettes, la Corée du Sud et nous. Il faut l'orientation, donc là vous avez une petite rose des vents avec le nord qui est indiqué. La légende, donc là je vous ai mis une petite légende, donc ce qui est en blanc c'est la glace, donc c'est par exemple là ou là. Vous avez la mer et l'océan qui est en bleu, en vert les terres, et en gris le désert ou des parties du globe qu'on ne souhaite pas mettre dans les cartes. Mais elles existent, c'est juste qu'on ne veut pas montrer ce qu'il y a. Et je voulais que vous arriviez à un peu vous situer. Donc nous sommes là, dans ce petit pays. Le pays où a été fabriqué Krisha, c'est la Corée du Sud. Donc vous voyez, c'est très loin, c'est de l'autre côté de l'Asie. Et là où vous allez vous immerger dans l'aventure de Krisha, c'est la Yamali. C'est une très grande province où vivent une quarantaine de tribus. Et dans ces 40 tribus, il y a les nénets. Je vais vous parler des nénets. On va passer à la slide suivante. Donc, alors, à quoi ressemble le mode de vie des nénets? Alors, on dit que nous sommes, en France, en Occident, des peuples sédentaires. C'est-à-dire que nous vivons un peu sur place, un peu tout le temps au même endroit. Vous, les enfants, vous habitez dans quel type d'habitation, quel type de logement? Tu es en appartement, en maison? En appartement? Qui d'autre en appartement? Maison? Une maison? Est-ce qu'il y en a d'autres qui habitent ailleurs que dans une maison, en appartement? Je sais pas, une roulotte, un camping-car, je sais jamais, hein.
Eh bien, sachez que les nénettes, eux, ils ne connaissent pas du tout les appartements et les maisons. Eux, leur mode de vie, c'est le nomadisme. Donc, ça veut dire qu'ils ne restent pas au même endroit. La vie est rythmée selon les saisons et leurs besoins. Et donc, vous voyez, leur petite maison, on en parlera un petit peu plus tard, c'est une tente qui s'appelle le tchoum. Ils se déplacent avec leur habitation, leurs animaux, leurs vivres, etc., etc. Vous, votre quotidien à Paris, c'est la ville. C'est le bitume, les trottoirs, les voitures, le métro, les écoles. Eh bien, le cadre de vie des nénettes, c'est ça. Imaginez qu'au quotidien, ils vivent entre la toundra et la taïga, qui sont deux paysages. Alors, soit ce sont des prairies boisées, ou soit ce sont des grandes étendues où il peut y avoir de la glace, par exemple, avec de la banquise, mais ce sont des plaines très 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 vastes, et donc vous voyez le 8e comparé à la toundra sibérienne, ça n'a strictement rien à voir. La nuit, vous, ce que vous voyez, c'est l'éclairage public, c'est les lampadaires, les réverbères, les lumières des voitures. Et bien pour les nénettes, eux, ce qu'ils voient la nuit, ce sont les aurores boréales. Donc vous allez voir dans le film de magnifiques aurores boréales. Et puis, il y a quelque chose de très important, ce sont les croyances. Donc peut-être vous, chacun, vous avez des croyances individuelles, et bien eux aussi, ils ont des croyances, ils ont un rapport à la nature très 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 fort. Et donc vous allez découvrir quel est leur lien avec les esprits, avec la magie. Et quelque chose de très important, c'est la faune. Alors, vous, ce que vous avez autour de vous, c'est souvent des chiens, des chats. C'est quoi votre animal préféré? Le chat et le chien. Et toi? Le cheval. Et toi? Le chat et le chien, d'accord. Est-ce qu'il y a des animaux qui vous font peur? Non? T'as peur d'aucun animal? Si, lequel? Les mygales? Pareil. Oh là là, j'ai trop peur. Et ça, c'est un insecte. Alors, de quoi tu as peur? D'un ours, d'accord. Et toi? Rhinocéros. Ah, c'est marrant, hier aussi on m'a parlé d'un rhinocéros. Et toi, jeune fille, est-ce que tu as peur d'un animal? Non, rien ne te fait peur? Et toi, qu'est-ce qui te fait peur, par exemple, comme animal? Non, hein? Alors, en général, ce qui fait peur, autant aux petits qu'aux grands, ce sont les grosses bébêtes, les grosses bestioles. En fait, le point commun, c'est on donne une catégorie qui s'appelle les fauves, et dans les fauves, il y a les félins, mais il y a aussi les ours. Et pendant longtemps, les humains ont eu peur des ours, et ont créé des mythes, des légendes, des contes autour des ours. Bienvenue. Et donc, là, dans Pichat, vous allez découvrir qui est le maître de la forêt. Mais si ça se trouve, ce maître de la forêt qui fait peur, il n'est peut-être pas si méchant que ça. On va passer à la slide suivante. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret de comment vivent les nénettes. Donc, est-ce que vous reconnaissez le petit animal qui est là? Oui? Un renne. Exactement, c'est un renne. Alors, sachez que le renne, c'est vraiment une composante du quotidien des nénettes. C'est l'ami, le partenaire, l'outil de la vie des nénettes, et que c'est fondamental. Il y a un respect vis-à-vis de cet animal parce que ça rythme leur quotidien. Alors, je vous avais parlé de l'habitat des nénettes. Bienvenue. Là, je vous avais parlé donc de la petite tente que se construisent les nénettes, qui bougent selon leurs besoins et les saisons. La petite tente des nénettes s'appelle le tchoum. Donc, ils prennent des bouts de bois dans les bois de la taïga, et puis ils couvrent les bouts de bois avec la peau du renne qui donne une étanchéité, imperméabilité, et qui leur permettent d'être au chaud. Donc vous voyez, vous avez l'appartement, la maison, le toit, les murs, et bien eux, tout est mobile, et ça se construit, se déconstruit selon leurs besoins et leur voyage. Donc ça, c'est le tchou. Vous les enfants, qu'est-ce que vous mangez? Vous êtes plutôt végétarien, omnivore?
Tu manges quoi? Un peu de tout, donc tu es omnivore. Toi, tu manges quoi? Des carottes. Tu es plus végétarienne alors? Alors, dans le régime alimentaire, vous avez toute une variété, hein, selon vos goûts, selon vos croyances, selon vos allergies, tout simplement. Mais les nénettes, eux, ils n'ont pas vraiment grand choix, vu qu'ils sont dans des climats un peu rudes, et que leur alimentation, eh bien, c'est le renne aussi. Alors, imaginez que la toundra, cette vaste plaine, où il fait très froid, ça leur sert de frigo. Alors vous avez un frigo électrique, et eux, ils ont un frigo naturel et ils peuvent au moins stocker la viande qu'ils vont manger. Donc, ils mangent aussi ce que peut donner en fait la taïga, c'est-à-dire des baies, des plantes, etc. Mais la nourriture principale, c'est le renne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun gaspillage. On ne gâche rien. C'est-à-dire, on ne va pas manger un renne pour se faire plaisir comme ça, c'est la fête. Mais c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc, on n'abat pas des rennes juste pour le plaisir d'abattre. C'est parce qu'on a vraiment besoin de se nourrir. Le renne, il sert aussi à faire des vêtements. Alors, comme on utilise la peau pour le tchoum, on l'utilise pour vêtements. Vous avez des petites doudounes, des pantalons, des robes, des gants. Eh bien, eux, ils ont ce qu'on appelle une malitsa. C'est un vêtement intégral. Et la malitsa, elle se compose d'un capuchon pour la tête, du manteau, et des mitaines pour les mains. Et comme ça, ils se recouvrent intégralement, bien au chaud, du froid. Aussi, le renne, ça a une valeur. Vous allez le découvrir dans le film. Le renne est tellement important dans la culture des nets que ça peut faire office de troc ou de cadeau parce que ça a une très grande valeur. J'imagine que vous avez un petit peu d'argent de poche par vos parents. Un petit peu. Vous vous achetez quoi avec votre argent de poche? Des bonbons, ouais, des images à collectionner, oui. Ah, t'es prévoyante pour l'avenir. Eh bien, eux, c'est leur monnaie principale. C'est la valeur du renne, donc selon les échanges qu'ils ont à faire ou les achats, ils utilisent le renne comme monnaie. Et puis, le renne, c'est aussi un moyen de transport. Vous utilisez le métro, j'imagine? Ouais, le bus, la voiture, le vélo? Voilà. Imaginez qu'il n'y a rien de tout ça dans la toundra. Et donc, leur moyen de transport, eh bien, c'est le renne. Et c'est ce pourquoi les nénettes sont connues pour effectuer la plus grande transhumance au monde. Vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée? La Yamali, c'est très, 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 très grand. Et donc là, dans la partie nord de la Yamali, il y a un mouvement saisonnier entre l'été et l'hiver pour que les rennes femelles puissent mettre bas leurs petits faons, donc les petits rennes. Eh bien, ils sont obligés de se déplacer pour manger de la bonne herbe et puis mettre au monde les petits rennes. Et donc, c'est connu pour être la plus grande transhumance au monde. Et donc, on va finir sur la slide où je vous montre à quoi ressemble le film quand il se fait fabriquer. L'animation en volume, en stop motion, c'est ça. Pourquoi le cinéaste Park Jae-bom, qui est là, avec sa femme, la directrice artistique Lee Yoon-ji, et toute son équipe, vous voyez, ils ne sont pas beaucoup, alors ils ne sont pas nombreux, mais ils ont une grande passion pour ce qu'ils font, et avec cette petite équipe, eh bien, ils ont mis plus de 3 ans et 3 mois pour fabriquer le film que vous allez voir. Ils ont utilisé 850 plans. Pour pouvoir faire les expressions de l'héroïne Krisha, ils en ont conçu 60. Et pourquoi Park Jae-bom a utilisé l'animation en volume comme technique, c'est parce que ça lui permet d'être au plus près de sa création. C'est tactile. Vous êtes avec soit de la pâte à modeler, de l'argile, vous concevez tous les décors. Là, vous voyez Lee Yoon-ji qui est en train de concevoir les décors et ça permet de tout imaginer de A à Z et d'avoir la main sur l'œuvre d'art que vous avez. Donc, vous voyez, pendant la crise sanitaire, eh bien, ils ont occupé ces 3 années et 3 mois à faire le film que vous allez voir. Et on va passer juste sur l'avant-dernière. Après, vous avez le droit de prendre des photos, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, ils sont en train de concevoir le petit renne. On fabrique une petite maquette.
On lui met les petits détails et vous voyez, c'est très très minutieux, c'est beaucoup de détails. Mais tout ce petit artisanat, eh bien, ça va faire un magnifique film. Et donc là, pour les parents, vous pourrez voir des pistes d'approfondissement. Donc vous avez une conférence en ligne sur l'animation stop motion. Vous avez sur la chaîne YouTube de la Korean Film Archive, avec cet identifiant Korean Animation, vous pouvez retrouver libre de droit des œuvres animées que vous pourrez montrer à vos enfants si vous voulez voir d'autres films de Corée du Sud. Et ça, la dernière Toundra, c'est le documentaire qui a inspiré Park Jae-bom pour faire le film que vous allez voir. Vous avez aussi d'autres pistes d'approfondissement. Si vous allez sur cinémacoréen.fr, je vous mettrai toutes les références, ne vous inquiétez pas. Et puis pour la dernière slide, si jamais avec les enfants vous voulez découvrir d'autres films qui viennent de Corée, et bien sur cinémacoréen.fr, vous pouvez taper dans la petite barre de recherche jeune public, et je recense tous les matins les séances de films, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages. Et en ce moment, il y a plein de films coréens au cinéma, des programmes de courts-métrages, mais vous avez aussi des longs-métrages à découvrir qui viennent assez régulièrement le mercredi ou le week-end. Et donc n'hésitez pas à découvrir d'autres œuvres de ce pays qu'on connaît pour ses films adultes, pour ses K-dramas. Mais maintenant, la Corée du Sud est devenue un pays de création d'animation, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. C'était un pays d'exécution pour l'Occident et le Japon. Mais maintenant, ils ont des studios qui permettent de créer leurs propres œuvres. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère que vous allez être émerveillés par ce sublime film. Et surtout, si vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des petites étoiles sur la fiche film, halluciné du film. Ça aide le film à être un peu plus visible. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.